Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'ingénierie du développement local durable à l'épreuve de l'État, du marché et du mondial. Léo Dayan. La territorialisation des politiques publiques invite les acteurs civils à participer au développement local. La globalisation économique rend, sous des formes multiples et à des degrés divers, les communautés locales mondialisées et multiculturelles. L'impératif de durabilité s'affiche dans les orientations majeures des collectivités territoriales. L'obligation de compétitivité incite le territoire à devenir le propre chef d'orchestre de son développement. Bien que les fonds communautaires destinés à la politique de cohésion territoriale et de compétitivité soient le premier poste de dépenses de l'Union européenne, que les collectivités locales mettent en œuvre environ 2/3 de la législation communautaire, que les initiatives en faveur du développement durable des collectivités locales ont plus d'impact que les mesures prises par plusieurs États et que le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2010, affirme, dans ses textes de 2007, le principe primordial de l'autonomie locale. Les États européens n'ont pas introduit l'acteur local dans le processus amont des négociations des conférences sur le climat de Copenhague en 2009 et de Cancun en 2010. Comment articuler durabilité locale, qui n'a de sens que dans la durabilité globale, compétitivité locale, qui nécessite des synergies intersectorielles, solidarité sociale, qui exige une échelle nationale régulatrice et cadre, système économique mondial de distribution spatiale des activités, de l'emploi et des revenus qui recompose les acteurs, les frontières, les secteurs et les marchés, et multiculturalité des sociétés qui requiert la liberté culturelle et fait surgir le culturel et interculturel comme la 4e composante du développement durable, ESO, 2002, afin de permettre au local de jouer un rôle dans les conceptions économiques et internationales de la durabilité globale de l'économie mondiale. 1. Le vrai commencement et la fin 6. Dans cette ère décentralisatrice des politiques publiques, les collectivités locales couvrent en France un large spectre de compétences, réalisent 73% de l'investissement public tout en ne détenant que 11% de la dette publique. Mais dans cette même ère, globalisatrice des développements, la question de l'autonomie du développement local se trouve posée en raison même du comportement paradoxal d'un État qui en France persiste non seulement à n'en faire qu'à sa tête, mais à faire sans cohérence au regard de l'objectif déclaré de décentralisation. Les exemples qui suivent en témoignent. La Constitution française laisse entendre depuis 2003 que la France est une république décentralisée. Mais le projet de création du corps des conseillers territoriaux, appelé à remplacer les conseillers départementaux et les conseillers régionaux, pourrait, avec le risque de départementalisation, voire de cantonalisation de la région, affaiblir les assemblées régionales. Le projet de création de ce corps traduit une démarche plus recentralisatrice que protectrice de l'autonomie locale, ou clarificatrice d'une décentralisation encore inaboutie. Celle-ci reste confuse par la superposition des compétences conférées aux collectivités locales et les ambiguïtés de la distinction pratique entre compétences propres et compétences déléguées aux collectivités locales. Le fondement de la légitimité de l'autonomie d'une collectivité locale tient à l'élection de ses conseillers par le citoyen. Or les communautés territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, EPCI à fiscalité propre, qui ont hérité un grand nombre de compétences des communes et notamment environnementales, naviguent depuis leur création dans des périmètres sans citoyenneté, leurs organes délibérants ne sont pas élus au suffrage direct. La Chambre sénatoriale conserve encore à ce jour des fonctions constitutionnelles surannées qui la mobilisent plus pour légiférer sur une ribambelle de propositions ou des projets de loi sans lien avec sa personnalité constitutive, que pour traiter des affaires de la décentralisation. Pourtant, elle pourrait être la représentante la plus qualifiée de cette décentralisation par son mode d'élection, son histoire et les compétences qu'elle réunit en son sein. La principale imposition locale à la charge des entreprises, la taxe professionnelle sur les investissements productifs, a disparu depuis le 1er janvier 2010 de la liste des plus importantes ressources des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, mais l'assurance de la compensation intégrale de cette perte de recettes pour toutes les collectivités est garantie,
sauf introduction future de péréquation dans la répartition des recettes et des nouveaux prélèvements qui la remplacent, que pour l'an 2010 au moyen d'une dotation relais financée sur le budget de l'État. Enfin, si l'autonomie financière des collectivités locales est inscrite dans la Constitution, le transfert de compétences de l'État au profit des collectivités locales se découvre aussi comme des transferts de déficit. C'est le cas, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation des personnes handicapées et du revenu de solidarité active, RSA, délégué aux départements dont les sommes versées, en explosant, dépasseraient en 2010 les compensations de l'État de près de 4 milliards d'euros et se traduisent par la suppression de certaines dépenses affectées à la culture, au sport et à la jeunesse par les services du Conseil général. Construire l'autonomie du local et sa cohésion territoriale, développer la compétitivité et l'inclusion sociale locale sans remettre l'unité nationale en cause, mais au contraire en donnant dynamisme à son sens, est réalisable en visant la durabilité locale. Mais pour donner aux territoires des capacités de devenir des acteurs de la durabilité de l'économie mondiale à cette échelle locale clé de la mise en œuvre du développement durable, la démarche d'autonomie doit participer à la régulation de l'économie mondiale et inscrire la durabilité locale dans le cadre d'un projet interculturel de durabilité globale. Elle demande la réorientation nationale des investissements et de l'effort fiscal en direction de la recherche, des technologies et des emplois de la durabilité locale, et nécessite simultanément, en retour, la contribution du local à la cohésion sociale nationale et à la coopération internationale décentralisée. Cependant, dans cette même ère où le scepticisme des populations envers l'offre de participation des institutions locales est aussi intense que leur désintérêt est massif pour les initiatives qu'elles entreprennent, une ingénierie du développement local durable apparaît essentielle pour créer les conditions de cette autonomie. Cette ingénierie doit intégrer la demande des populations locales qui portent moins sur la communication des décisions déjà prises que sur la possibilité de les initier et de participer à l'apprentissage de la gestion de l'autonomie locale, dans le cadre d'une ambition collective mobilisatrice, sérieuse et séduisante, et d'une perspective d'ensemble concrète, convaincante, cohérente et efficace. Face au désordre global d'une économie mondiale que suscite l'inadaptation de ces modes de développement à l'impératif de durabilité, et l'impuissance de ces modes de gouvernance à pouvoir réguler les marchés sans sacrifier des populations, l'autonomie du local dépend de la capacité de ses acteurs civils et institutionnels à proposer des solutions qui feraient de la durabilité locale et du projet interculturel de durabilité globale une construction participative et responsable de l'acteur local. Faisant face à des stratégies politiques, locales ou nationales, encore guidées par une conception descendante du développement, inévitablement incertaine et fluctuante, la démarche d'autonomie ne saurait donc être mise en œuvre par une ingénierie territoriale hiérarchisée, cloisonnée et dispersée au sein d'une chaîne segmentée, prisonnière de projets de territoire de droit. En consacrant l'existence d'un bien collectif mondial, dont toute activité économique dépend en ses origines et aboutissements, la durabilité globalise les développements et décloisonne les identités locales sur un projet holistique commun. Le futur d'une planète, menacée par l'épuisement des ressources naturelles, les excès de polluants, la surproduction des déchets, l'accroissement des inégalités et les chocs culturels. Si l'ingénierie du développement durable local a pour trajectoire le territoire, le global, qui est d'emblée son cadre et fait de ce projet une donnée locale, lui assigne donc des responsabilités non seulement locales mais mondiales. Mise à l'épreuve des désordres du marché mondial, des incohérences de l'État et des jeux politiques locaux, cette ingénierie doit se mettre en interaction, interne et externe, avec les énergies entreprenantes du local, la société civile nationale et la société civile mondiale pour construire la compétitivité, la durabilité et l'autonomie du développement local tout en contribuant à la durabilité globale et en assurant l'inclusion sociale. L'économie des écoliaisons, qui est économie de la durabilité, est la condition pratique à la réalisation de cette ambition. Elle met à la disposition de la chaîne ingénierie du développement local l'outil stratégique nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, dont l'intégration de la durabilité globale dans la durabilité locale. S'inspirant des systèmes vivants, cette économie,
distincte de l'économie de l'environnement, offre aux acteurs locaux l'outil stratégique et pratique de la durabilité locale et globale en déplaçant le centre de gravité du système productif mondial vers des systèmes de gestion décentralisés de la durabilité globale. Considérant les déchets comme des ressources, fabriquant des biens sobres en prélèvement de matière, en production de déchets et en émissions toxiques, mais intensives en intelligence humaine, en coopération et en emplois locaux, n'employant que les biens dont les déchets sont localement réutilisables, faisant mieux et plus avec moins, elle rapproche zones d'approvisionnement et de désapprovisionnement en formant et en entrelaçant des territoires d'éco-réseaux et des éco-réseaux de territoires. Cette économie s'accompagne d'une recomposition des frontières locales sur les périmètres requis par la constitution de la boucle locale du cycle économique global, périmètre formant la base durable de la cohésion territoriale et de l'inclusion sociale. Cette boucle, condition et support d'une économie locale compétitive durable, réalise la durabilité par le local et pour la durabilité globale. Les technologies des écoliaisons nécessitent à l'échelle nationale une politique économique de soutien à leur déploiement. Mais cette politique économique doit être moins formulée en termes de secteur, de réglementation ou de taxes environnementales, comme elle l'est centralement, que devenir plus riche en liens coopératifs, en lignes informationnelles, en ponts interculturels et en dynamique civile de projets locaux comme elle l'est dans l'économie de la durabilité et doit le devenir dans l'investissement local. Elle réclame la défiscalisation de l'emploi, l'éco-imposition du capital polluant et pour servir au financement de la durabilité du système productif mondial, une taxe sur les importations de biens polluants. Exposée dans le chapitre 11 de cet ouvrage mais présente d'entrée, cette économie des écoliaisons locales et cette politique fiscale de la durabilité est une perspective sérieuse à la mise en œuvre locale de la durabilité globale. Support territorial, conditions pratiques et outils directionnels de l'articulation entre la trajectoire locale, l'échelle nationale et le cadre global. L'économie des écoliaisons donne sens et efficience aux tâches de l'ingénierie du développement local. Cette fin, à la fois conceptuelle, stratégique, technique et pratique, par laquelle cette ingénierie doit se mobiliser et se structurer, lui permet de rompre avec les visions mécanicistes des processus locaux, mais lui commande de se libérer de toute frontière de droit et de tout cloisonnement identitaire. 2. L'ingénierie de la durabilité du développement local. Think Together, Act Together. L'ingénierie du développement local est une chaîne interactive d'acteurs, d'énergies entreprenantes, de relations de coopération, d'échanges interculturels, de dynamiques internes et externes et de connaissances contextualisées et nomades. Elle est une chaîne de tâches et de métiers atypiques, et non de simples emplois, où la transversalité s'avère d'autant plus fondamentale dans la mise en œuvre locale de la durabilité globale que celle-ci fait face à des démarches politiques, locales ou nationales, soumises à des lignes décisionnelles descendantes. Cette ingénierie du développement local, globale, horizontale et transversale qui est à forger, se distingue des '. Une ingénierie territoriale, segmentée, sectorielle et verticale, construite non pour soutenir les énergies locales ou pour faire tenir durabilité locale et durabilité globale, mais organisée pour mettre en œuvre une stratégie de développement à la mesure des échéances des mandats et de structures politiques et administratives qui décident de son périmètre, de son objet, de son intérêt, de ses tâches, de ses moyens et de ses composantes et l'orientent sur des projets de territoire, leur territoire politique ou administratif. Cette ingénierie, ou la mise en réseau des acteurs, dont la part d'autonomie décisionnelle pour les choix stratégiques de chacun d'entre eux, où la mise en partage des expertises et où la mise en synergie des informations apparaissent les élémentaires du Think Together, procède au rapprochement des principes et des méthodes de travail des acteurs du développement local à travers la définition partenariale de cadres, de moyens et d'objectifs communs qui permettent un Act Together. Une stratégie de développement local durable nécessite de privilégier les lieux transversaux d'échange, d'information et de formation des acteurs civils, des acteurs institutionnels et des élus pour permettre la constitution de structures partenariales décisionnelles de conception et d'animation de projets locaux durables et socialement responsables de la durabilité locale et globale. Ceux-ci ne peuvent être des projets de territoire. Les conditions de la durabilité locale, qui sont tout autant culturelles, économiques, environnementales et sociales,
et tout autant internes qu'externes, dépassent le périmètre des territoires de droit, physique, géographique, administratif ou politique. Les territoires sont des constructions, interéconomiques, intersociales, interenvironnementales et interculturelles. Ce qu'on entend par autonomie locale doit dès lors se préciser. La globalisation des développements, à laquelle conduisent l'impératif de durabilité, la déterritorialisation de l'information, la mondialisation de l'économie et la multiculturalisation des sociétés débordent les frontières des communautés locales. Le local ne peut donc se clore sur lui-même, il serait dans l'impossibilité d'atteindre l'objectif pour lequel son autonomie est indispensable et lui assure pérennité, la réorganisation ascendante de l'économie mondiale dans le cadre d'une mise en œuvre décentralisée de la durabilité globale. L'autonomie locale doit donc être comprise comme l'autonomie de son mode de développement, et donc de toutes les compositions internes de ses articulations compatibles avec la durabilité environnementale globale, la solidarité nationale, l'inclusion sociale locale et le dialogue interculturel. Si les contradictions sociales et culturelles du système économique global et national ne disparaissent pas du local, un même territoire de vie doit offrir un espace d'autonomie et de créativité aux intérêts à concilier et ouvert au compromis sur les actions à entreprendre en commun. Godard, 1999, pour donner corps aux ambitions de la durabilité par des structures partenariales de projets locaux, libérés des contingences politiques et des frontières de droit. La durabilité du devenir d'un territoire réclame aux tâches du développement local de travailler en prospective. La chaîne Ingéniereil a pour rôle majeur de mettre en lien, faire converger et faire tenir des démarches de durabilité autour d'un ensemble local pertinent, ouvert et cohérent dans le cadre d'une perspective d'ensemble qui permet aux énergies entreprenantes du local d'intégrer dans leurs projets les interactions entre le local, le national et le mondial et entre la durabilité locale et la durabilité globale. Cette chaîne travaille sur des territoires de projet. L'ingénierie du développement local joue tout à la fois un rôle fédérateur, catalyseur, facilitateur, médiateur, animateur, coordinateur, gestionnaire. Elle est au service des territoires de projets durables, et non pas des projets de territoire. Partie prenante d'une dynamique locale, dont elle sert la cohérence, elle doit aussi veiller à faire partager à ses acteurs la complexité de sa propre démarche et la spécificité de son objet. La durabilité, par les solidarités qu'elle requiert dans sa construction et par sa dynamique, ne peut être un concept territorial. Elle est indissociable du bien collectif mondial, dont les rapports culturels et interculturels et les droits humains. Par conséquent, la démarche d'autonomie réclame non seulement la reconnaissance institutionnelle de l'acteur civil dans les modes de gouvernance locale, mais aussi la valorisation du travail collaboratif et interactif des communautés, virtuelles ou physiques et des réseaux, formels ou informels, forgés par les acteurs de la société civile, locale, nationale et mondiale, dans le champ des pratiques du développement, du dialogue interculturel, de la protection environnementale, des régulations de l'économie mondiale, de la coopération internationale ou des solidarités. Ces modes de faire se distinguent, du local au global, des rationalités conjuguées ou conflictuelles, portées par le couple État-marché dont la cohérence ne se trouve nullement dans les franges de la dynamique locale, de l'expertise civile, de la coopération et de la valeur du travail, mais dans les structures déterritorialisées du mondial et déconcentrées du central. La chaîne Ingéniereil du développement local, qui agit aux interfaces des forces et des dynamiques, et donc au cœur des relations entre les différents acteurs s'exerçant par, sur, pour et dans le territoire, ne peut rendre la durabilité locale dépendante de rationalités qui régleraient son développement sur les rapports de force entre États ou sur les rivalités qui structurent les marchés mondiaux. 3. L'ingénierie territoriale doit se sortir de sa segmentation et d'une vision mécaniste des processus locaux. Faire du développement durable une priorité locale nécessite de porter attention aux initiatives qui produisent les synergies informationnelles, les dynamiques civiles et les stratégies coopératives qui permettent de le mettre en œuvre sur le terrain. Celles-ci sont essentielles à la création, à l'organisation et à la valorisation des ressources locales qui conditionnent la réponse d'un territoire aux besoins des habitants, de manière autonome et au moindre coût global local. Or, sans être tributaire de théories achevées,
Les concepts, méthodes, outils, compétences et dispositifs de l'ingénierie du développement se forgent dans diverses cultures d'autorité, divers statuts juridiques et diverses raisons sociales et se dispersent au sein d'une chaîne hiérarchisée d'activités et de tâches hétéroclites et segmentées, une chaîne qui les filtre et les organise en fonction des intérêts des commanditaires et du seul point de vue des prescripteurs institutionnels. Une ingénierie, dont les segments sont indépendants par leur constitution, antinomiques par leur origine ou par leur finalité, mais fonctionnellement interdépendants par leur lieu d'application, ne peut être coordonnée que dans une construction institutionnelle de la décision. Placée hors d'une dynamique de territoire de projet, elle ne peut trouver son sens et son unité propre que dans une conception mécaniste et linéaire des processus locaux. Il ne lui reste qu'à se soumettre à des arbitrages politiques et administratifs sans transparence. En ces conditions, le pouvoir d'agir sur un territoire reste propriété de ses édiles. D'impérative, la démarche partenariale de durabilité peut alors devenir facultative. C'est le cas dans certains textes réglementaires qui, supposés corriger des obstacles au développement local, apportent plus de confusion que de cohérence. La mise en place des plans locaux d'urbanisme issus de la loi Solidarité et Renouvellements urbains est un exemple d'école à rappeler. Pour tenir compte de la complexité de la mise en œuvre du développement durable sur le terrain, les compromis, auxquels ont donné lieu les documents d'urbanisme, censés intégrer de la durabilité, ont conduit le verbe pouvoir à se substituer au verbe devoir, antérieurement utilisé dans les plans d'occupation des sols. Les critères d'appréciation ne sont plus du ressort ingénieral, mais confiés aux services déconcentrés de l'État et appréciés, en dernier ressort, par les tribunaux administratifs. La décentralisation, encore partielle, reste en liberté surveillée et son ingénierie territoriale ne sert présentement ni à l'investissement ni à l'action, mais de méthodologie pour orienter les prescripteurs institutionnels locaux à gérer les désengagements et les transferts des déficits de l'État, pour manager des mieux que rien ou pour permettre aux commanditaires centraux de contrôler les initiatives locales. Le lieu d'application d'une ingénierie territoriale, lieu d'arbitrage, d'assemblage et de gestion de ces segments, n'est en rien le territoire ou les habitants rejetés en arrière-plan. Il est d'abord ce lieu focal des accommodements et arrangements entre services déconcentrés de l'État, grands groupes privés et autorités publiques locales. La division sur un même territoire communal de la gestion des voies de communication entre communautés territoriales, départements et communes, la désynchronisation entre le monopole communal sur l'urbanisme et le foncier et les politiques territoriales des transports, ne vont pas dans le sens de la cohérence des territoires. Certains accords locaux de partenariat public-privé ne vont pas dans le sens du développement des technologies de la durabilité, mais protègent les intérêts des grandes entreprises environnementales, eau, déchets. Dans ce cadre-là, il ne reste aux producteurs institutionnels et civils de connaissances qu'à se contenter de fournir matière à débat, conceptuelle ou technique, matière que les cabinets conseils savent convertir en recommandations opérationnelles auprès de leurs commanditaires, privés ou publics, sous l'œil résigné de la société civile locale. Une ingénierie du développement local doit être celle de la mise en cohérence et en convergence des énergies entreprenantes civiles et des compétences sur les projets locaux qui permettraient d'atteindre l'objectif d'un développement local compétitif, durable et endogène. L'itinéraire d'une initiative produite par une chaîne ingénierie segmentée, et donc sans vision commune et sans perspective globale, traduit non seulement le manque de cohésion entre les différentes politiques publiques, les superpositions de niveaux cloisonnés de décision ou la compartimentation des sources de financement, mais donne une couverture technique à une logique décisionnelle politico-administrative. Les divergences dans leurs objectifs passent non plus pour ce qu'elles sont, mais pour de la complexité. Les difficultés de mise en application d'une décision sont alors réduites à des problèmes de gestion, de communication et de management de terrain et donc aux faiblesses des segments aval de la chaîne ingénierie, sur lesquels se déchargent les segments amont de la chaîne de responsabilité. Cette dite complexité nourrit le scepticisme des populations, plus écartées que jamais des centres majeurs de proposition ou de décision. À vouloir conserver leur monopole d'élaboration et de gestion de l'intérêt général, les anneaux décisionnels de la chaîne conduisent à réduire des stratégies de développement à des flux monétaires, à aménager administrativement les territoires et à permettre de confondre,
à tous les autres niveaux de la représentation publique, consultation, concertation, coopération et partenariat. Le résultat finalement obtenu porte préjudice à la crédibilité de l'ingénierie et de la recherche vouée au bien commun et à celle du politique qui, sans vouloir clairement l'assumer, assure, seul, la coordination de la chaîne territoriale. Une ingénierie de la durabilité locale privilégie la volonté locale et les besoins des habitants, mais sur la base d'une dynamique croisée et multilatérale, descendante et ascendante, qu'elle doit chercher à susciter, puis à traduire, à valoriser et à structurer à toutes les échelles territoriales en mettant en mouvement le faisceau d'interdépendance et d'interaction, interne et externe, horizontale et verticale, agissant sur un territoire. Et en veillant aux articulations entre acteurs civils, locaux, nationaux et mondiaux, cette dynamique évite au développement local et à l'ingénierie territoriale de se laisser entraîner par la pente glissante du risque nationaliste, culturaliste, communautariste ou régionaliste de la chaîne des Balkans. Souligner la nécessité de solutions sur la manière d'appréhender l'adéquation des rôles dans la chaîne de l'ingénierie territoriale est donc essentiel. Sans cette adéquation, le management du développement pourrait devenir une spécialité des bureaux d'études et des cabinets conseils. Tentés par le prêt-à-porter, ces derniers réduiraient à l'état de simples courroies de transmission auprès du politique la longue chaîne de l'ingénierie du développement local, une chaîne à laquelle échapperait la conduite réflexive du processus de développement et l'intégration des expertises locales. La globalisation des développements impose de se soucier de la complexité. Les enjeux du développement durable exigent du territoire de se délivrer de ses rigidités et à l'ingénierie de territoire de s'affranchir d'une vision mécaniste et linéaire des processus locaux, d'articuler acteurs civils, locaux, nationaux et mondiaux et d'intégrer l'incertitude dans les réponses à mettre localement en œuvre pour dégager le développement des territoires des temporalités politiques. Une ingénierie du développement local durable est porteuse de méthodes de travail au service du développement local global et intégré d'un territoire donné, à n'importe quelle échelle, et maîtrise son environnement global à l'intérieur même des articulations locales, ce que rend possible l'économie des écoliaisons 13. Cette économie permet de reterritorialiser le développement durable, qui est une donnée mondiale et globale. 4. Libérer l'ingénierie territoriale d'une Robinsonade. Prendre le développement durable comme un instrument pour forger une culture commune au service de l'ingénierie territoriale fédérée par et pour le territoire. 14 remet en selle l'ingénierie territoriale. Mais, en cherchant à résoudre le problème de sa segmentation, cette ingénierie aggrave celui de sa verticalité et en inversant l'ordre des objectifs, condamne l'impératif de durabilité à se soumettre à l'impératif territorial. Se saisir du développement durable pour fédérer l'ingénierie des territoires, par et pour le territoire, c'est détourner le développement durable vers un objet sans autre sujet que la durabilité d'un territoire considéré comme sa propre fin et une fin en soi. Il ne s'agit plus pour cette ingénierie de contribuer activement à construire localement la structure d'un monde plus durable ni même d'adapter le local au monde, mais d'abstraire celui-ci du monde lui-même. Une telle proposition pourrait faire du territoire une nouvelle Robinsonade et transformer le développement durable par l'instrumentation de son espérance en un nouveau vendredi. Elle improviserait l'ingénierie en une technique de protection du territoire contre un monde extérieur, perçu comme nécessairement hostile ou invasif. L'ingénierie territoriale se voudrait-elle donc candidate à la succession de la main invisible, chère à l'économie libérale, et lui configurer à l'inverse un visage politique? Le territoire serait-il un champ clos? Loin d'atteindre son but, donner vie commune à sa chaîne éparpillée d'acteurs, cette ingénierie prend le risque de permettre aux féodalités politiques locales, sous le couvert de sa technicité et de son expertise, de prospérer et de conduire, tout aussi paradoxalement au nom du développement durable, vers une forme rampante de régionalisme qui s'accomplirait sous la conduite de baronnies aux tentations clientélistes. Si l'ingénierie territoriale devait être fédérée par une culture commune, ce n'est ni par ni pour le territoire, mais d'abord pour la durabilité globale, qui est un concept holistique, et par la durabilité locale, sans laquelle la durabilité globale ne saurait être. Mais le développement durable, dont le culturel est une dimension,
n'est l'instrument d'aucune culture en particulier. Il est projet planétaire qui donne sens et direction au dialogue interculturel entre humains et entre territoires. Il n'est pas une boîte à outils pour réparer les maux dont souffrirait une machinerie qui tourne sur elle-même, pour pouvoir donner existence à une décentralisation qui corrige symétriquement les excès par d'autres excès, encore et toujours par des démarches jacobines. Le développement durable, comme le territoire, ne saurait donc être façonné par une ingénierie territoriale du développement qui se perdrait dans les méandres d'une technocratie territorialement compartimentée, d'une administration centralement déconcentrée ou de bureaux d'études décentralisés, le tout réglé sur les logiques du politique, local ou central. Il ne suffit nullement de qualifier les habitants de coproducteurs d'une décision, pour qu'ils puissent le devenir si ce système ingénieral ne devait tourner que sur lui-même. Ajouter à territoire le terme de durable ne transforme pas les démarches d'une ingénierie, si elle ne définit pas les termes de la cohésion territoriale, ne s'affranchit pas des découpages administratifs et se laisse emporter par des clivages partisans. Une ingénierie de la durabilité locale travaille sur des projets locaux, des projets collectifs, avec des objectifs, des étapes et des moyens pensés dans le cadre d'un mode d'articulation entre société civile et intervention institutionnelle qui doit viser moins à normer les initiatives des acteurs civils, qu'à libérer les énergies entreprenantes du local, à faire émerger des dynamiques locales communes et à les mettre en synergie sur des territoires de projet. Cet aspect est d'importance, car construire du lien social n'est pas en soi suffisant pour faire face au mondial et pour articuler la durabilité locale à la durabilité globale. Il faut réduire aussi la fracture entre l'establishment institutionnel et les énergies entreprenantes du local, valoriser les micro-initiatives locales, reconnaître un statut spécifique dans le champ économique aux structures civiles d'habitants travaillant pour les habitants, bref, ne pas occulter les expressions de l'acteur civil, dont l'entrepreneur, qui fait le développement local, anime des projets responsables et reconstruit, de proche en proche, une économie mondiale plus viable. Mettre en phase le développement local avec les démarches de la durabilité réclame une approche interactive, transversale, multilatérale et plurale du pouvoir. Cette approche suppose matière à interaction. Elle ne traite pas l'acteur civil local comme un rouage et une abstraction parmi d'autres d'une machinerie territoriale qui le dépasserait, mais le considère comme un sujet vivant pour lequel et par lequel les territoires ont sens et existence. Le devenir d'un territoire déploie son histoire d'abord par son projet et par ses énergies entreprenantes. Les nouvelles tâches du développement durable demandent d'abord, pour les plus essentielles d'entre elles, de nouvelles instances de projet, des structures partenariales locales décisionnelles d'animation et de conception de projets, dotées d'un budget propre et intégrant tous les acteurs civils, dont les entreprises et les associations, Dayan 2002, Dayan Michalon 2004. L'introduction de pratiques décisionnelles horizontales et fédératives, par projet local partagé, objectifs communs et moyens coordonnés, est incontournable pour parvenir à une gestion économe des ressources, pour répondre à la demande sociale, pour mobiliser les énergies entreprenantes du local pour faire du territoire autre chose qu'un simple changement d'échelle, un repli sur soi, une adaptation ou une alternative à la mondialisation. Arrimer le mondial au développement local et articuler le local au global fait partie des tâches d'une ingénierie du développement local durable. Elle requiert plus de liens internes et externes que d'emplois ou d'experts. 5. Le couple État-marché fait de Sisyphe un modèle de durabilité. Au nom du développement durable, ce mot qui sature, devient slogan et s'entoure de flou pour lui faire tout dire, pour ne plus dire grand-chose, pour pouvoir agir seul et à sa guise après avoir pensé ensemble, pour le développement durable. Pratique internationale courante de la durabilité environnementale, les récupérateurs de déchets, par exemple Veolia ou la Lyonnaise des Eaux, expédient en Chine des containers de déchets collectés en France. Parmi ces déchets, on trouve des vieux papiers quand la source du premier fournisseur de ce déchet en direction de l'Asie, les États-Unis, se tarit. Bien loin d'être en manque de main-d'œuvre qualifiée pour trier leurs déchets ou de débouchés pour ces déchets de papier, les entreprises collectrices préfèrent faire le tri d'une partie de leurs déchets là où elles peuvent bénéficier du faible coût salarial, de la bonne qualification et de la docilité de sa main-d'œuvre, pendant que l'industrie du papier recyclé, installée sur le territoire de France,
cherche désespérément des déchets de papier pour sécuriser la filière papier de bureau, peu exploitée à ce jour en France, pour stabiliser les cours et réduire ses coûts, pour créer des emplois locaux avec des entreprises de réinsertion et pour faire face à la concurrence des importations de papier recyclé, fabriqués par les entreprises asiatiques avec des déchets de papier produits aux États-Unis ou en France. Devrait-on dénoncer une telle pratique parce qu'elle servirait au développement d'un autre pays que la France, dont l'état de santé économique commanderait de créer des activités et des emplois sur le territoire national? Peut-on la condamner parce qu'elle permettrait la montée en puissance de la Chine, en matière de technologie de réutilisation des déchets? Faudrait-il montrer du doigt des entreprises privées qui font grand profit et risquer de s'entendre dire, en guise de réplique, que la part des déchets exportés par la France sont faibles 15 ou que les bénéfices de ces entreprises à l'étranger serviraient ces investissements et les emplois dans leur pays d'origine? Sauf à découvrir que le cœur de métier de ces récupérateurs résiderait dans le commerce lointain des déchets, ce que les entreprises récupératrices font en matière d'exportation de déchets par la grâce de la libre circulation des biens et des lois du marché, ce que laisse faire l'État français au nom d'un non-interventionnisme dans les affaires économiques privées et de préférence pour les plus grandes, ce que tolère l'État chinois pour la défense de ses intérêts et ce que économie américaine met en déchets, soit 95% de ces produits 5 mois après leur utilisation, n'est pas durable. Cette mondialisation-là du couple État-marché, ici en leur force réunie, ne l'est pas plus. Si les exportations des déchets sont une solution profitable à la prolifération exponentielle des déchets, elles offrent une issue facile à certaines villes qui ne savent plus comment gérer leur surplus de déchets. Or, en cherchant à les trier à la source, et donc en évitant la mise en décharge des papiers de bureau qui est un gâchis économique et écologique, plus seront réduites les émissions de CO2 et de méthane et plus ces déchets de papier gagneront en valeur d'utilisation et en valeur marchande. Or, la collecte directe des déchets de papier par des entreprises pour lesquelles elle est matière première est, en France, semée d'embûches en raison des multi-accords de partenariat entre les grandes entreprises de l'environnement et les collectivités territoriales, forme non durable de partenariat privé-public. Affaire planétaire de tous, la durabilité est un critère commun qui vaut pour tous. Encore faudrait-il, pour qu'elle fût séduisante, motivante et crédible, donner une direction plus locale aux conteneurs de déchets d'entreprises récupératrices qui affichent la durabilité, non comme commerce, mais comme l'axe stratégique de leurs activités qu'elles hissent au rang de services d'intérêt public, d'utilité sociale et de santé globale. En matière de durabilité aussi, il ne faut pas non plus se fier aux apparences. La dite tâche de collecte de déchets, accomplie par des entreprises qui se présentent comme un modèle d'entreprise responsable, offre un marché juteux à une industrie œuvrant dans une économie de la protection environnementale organisée avec les ressources des usagers de ces services. Ces entreprises ne préviennent pas le risque environnemental global, mais perçoivent des bénéfices sur leurs activités en transférant, dans l'exemple rapporté, les impacts de leurs solutions sur un autre secteur clé de l'environnement, l'énergie, et dans un autre domaine clé de la dépense environnementale, la lutte contre le changement climatique. Non seulement elles aggravent les émissions de CO2 dans le monde en affrétant des cargos pour transporter des déchets d'ouest en est alors que ceux-ci devraient être traités et pourraient l'être sur place, mais elles restreignent tout prosaïquement l'offre de déchets de papier, graphique, en France. Elles accroissent donc les prix des matières premières des entreprises du papier recyclé, mettent des entreprises environnementalement responsables sous la menace de la concurrence du papier recyclé importé, élèvent les chiffres du chômage et déséquilibrent les comptes sociaux. Elles ne servent pas le développement durable, et pas même la durabilité environnementale. Lorsqu'elles baptisent l'activité d'incinération par le terme de valorisation, elles ne peuvent appeler durable une production d'énergie obtenue par le biais d'une destruction de matière. Sauf à considérer comme renouvelable une matière réduite en cendres par un apport de nouveaux déchets, force est de constater qu'elle est une perte permanente de ressources, qui autorise et nécessite toujours plus de prélèvements sur la nature et de production de déchets. Cette réalité, qui s'observe pour les entreprises d'incinération, l'est aussi pour les stations d'épuration, autre domaine dans lequel les mêmes entreprises sont impliquées. Les unes comme les autres ont besoin de plus en plus de déchets à traiter et d'eau à assainir pour rentabiliser, non un investissement, mais un commerce.
La dépollution n'empêche donc ni l'épuisement des ressources naturelles, ni la repollution. Plus encore, elle les permet, les suscite, les accélère. Cloisonnée et sans perspective d'ensemble, une solution réparative sectoriellement rationnelle peut s'avérer globalement incohérente. En individualisant les gains, elle déplace l'effet de la perturbation, reporte l'échéance, amplifie les dégâts de la pollution et accroît les coûts sociaux. Polluer, dépolluer et redépolluer, pérennise les activités des industries environnementales avec les deniers publics, les impôts des contribuables locaux et les taxes environnementales supportées par les consommateurs, autant de fonds distraits et gaspillés aux dépens de stratégies de prévention globale à la source que permettrait la transversalité des investissements systémiques. Technologie réparative end of pipe, cette durabilité-là n'est ni sérieuse ni séduisante, elle est d'un coût prohibitif pour la société tout entière. Elle profite non seulement aux pollueurs et aux dépollueurs mais aussi à la bonne conscience et suffisance des pouvoirs publics, locaux et nationaux, qui se départissent de leurs responsabilités par le biais de concessions accordées à des opérateurs qui se placent sous le sceau de l'expertise, de l'expérience, de la compétence et de l'efficacité des services du secteur privé. En matière de durabilité environnementale, un train aussi peut en cacher plusieurs autres. Les substances toxiques que retiennent les filtres des stations d'épuration d'eau ne disparaissent pas par enchantement. Incinérés ou mis en décharge, ces filtres libèrent les substances toxiques qui ici ou là, un jour ou l'autre, se dispersent dans l'air, les sols et enfin dans l'eau, qu'elles repolluent. Sisyphe serait-il un modèle de durabilité pour l'humanité ? Le développement durable recouvre, au-delà des contorsions d'un mot, une réalité globale incontournable. Devoir repenser localement et dans l'interculturel, le système mondial de développement et les modes de gouvernance économique à toutes ses échelles. Et en l'état, nous devons nous résigner à admettre que les sociétés au nord comme au sud et à l'est comme à l'ouest, ont toutes du chemin à faire. Aucune ne peut donc prétendre être plus avancée qu'une autre, et lui imposer son propre modèle. Si tous les chemins mènent à Rome, où donc se situe Rome si elle n'est pas encore en Chine ? 6. Les chemins ECONOMIQUES en Go Esperluette Stop mènent la durabilité à Canossa. Mais où donc se situe Rome ? Pour trouver son chemin, il ne faut pas esquiver un fait, et nous devons l'introduire comme paramètre dans toute analyse qui intègre la dimension internationale et économique du développement local. Les marchés financiers qui savent si froidement anticiper, ne fondent pas grand espoir sur les volontés des plus puissantes institutions économiques, monétaires et politiques du monde à faire prévaloir l'économie de la durabilité. Avec un retour sur fonds propres, return on equity, de 15% an, érigé comme seuil par les investisseurs, les fonds de pension, les fonds d'investissement et les fonds spéculatifs, c'est-à-dire avec un rendement réel des placements financiers très supérieur au taux annuel moyen de la croissance mondiale, on voit mal comment la part du salaire dans le PIB mondial peut ne pas immanquablement décliner, les déficits des comptes sociaux s'accroître, les sources de recettes de l'État se réduire puis se poursuivre avec des délocalisations à forte productivité du travail, qui segmentent les processus industriels et limitent la reconstruction d'un développement industriel durable. Celui-ci réclame le rapprochement des zones d'approvisionnement et de réutilisation des biens, et la mise en boucle locale des activités de production et de consommation. Et on voit alors plus mal pourquoi les investissements de la durabilité environnementale pourraient, plutôt que de se vouloir globalement cohérents, ne pas être sélectifs, ne pas être cloisonnés, ne pas dépendre de leur seul degré de rentabilité propre, ne pas aggraver la charge des populations démunies et ne pas neutraliser toute dynamique économique locale autonome. Comment donc articuler le local au global et faire prévaloir l'économie de la durabilité sur la non-durabilité d'une économie mondiale, plongée dans les endettements cumulés des États, eux-mêmes entraînés par la mécanique de la fuite en avant des flux comptables de dépenses puis de leurs interruptions brutales, par des plans tout aussi comptables, de rigueur ou d'austérité. Ni le go, ni le stop ne laissent sur leur passage des traces de durabilité. Tous les deux rendent les États prisonniers des carcans des lois du marché mondial dès lors que le local et le civil sont exclus de l'économie mondiale dans les mécanismes de sa régulation et dans la mise en œuvre de sa durabilité.
Considéré hier encore comme l'origine des rigidités économiques et de l'assèchement des marchés financiers par ses appels au financement de ses déficits budgétaires, l'État est apparu comme le miraculé de la crise financière de 2008. Mais, en transférant l'endettement privé sur la dette publique et en limitant ainsi ses capacités d'orientation structurelle de l'économie, ce retour de l'État est un leurre. Il s'avère une menace lorsqu'il sert à remettre en selle la tentation protectionniste, fondée sur la seule sauvegarde des intérêts d'une économie nationale. Il peut conduire au pire, social et culturel, s'il renoue avec la tentation des plans de rigueur. En France, c'est à l'occasion des plans d'aide de l'État accordés à l'industrie automobile sur la base conditionnelle d'un engagement sur le maintien de l'emploi et sur la pérennité de la localisation des sites industriels que les tentations de protectionnisme se sont fait entendre. Certes, une économie de proximité gaspille moins et va dans le sens de la durabilité, mais relocalisée au nom du national au sein des interdépendances européennes et des interactions économiques croisées, et non au nom de la durabilité, manquerait de cohérence globale et d'avenir. La mondialisation de l'organisation de la production par les firmes se donnait pour légitimité de pouvoir partout développer et faire reculer la misère. Or, l'aide conditionnelle de l'État, ne s'appuyant ni sur une obligation de durabilité ni sur une préférence européenne, mais directement sur une obligation nationalitaire de relocalisation, remettait en cause l'intérêt de la mondialisation des capitaux et la pertinence même de l'Union européenne. Elle fait passer la globalisation économique pour une réalité à géométrie variable au service des pays riches, et revêt la crise d'une dimension politique et culturelle. De plus, si cette nature de relocalisation empêche la réduction des écarts de richesse, elle est contradictoire avec la nécessité de la coordination des plans nationaux entre pays membres d'une même communauté. En supprimant des emplois et des revenus, elle limite les capacités d'importation d'un côté de la frontière et de l'autre, restreint l'étendue des débouchés des biens exportés qui servaient au financement des importations des biens délocalisés. Si l'État a été capable de maintenir la confiance sur le marché interbancaire et de garantir le financement de l'économie lors de la crise financière, c'est au prix de l'aggravation des inégalités dans la distribution des patrimoines et des revenus. S'il a été suffisamment prompt à déclencher, un peu partout en urgence, des plans, petits ou grands, concertés ou non, de soutien large ou de relance sélective, c'est ensuite pour mettre en place des plans d'ajustement structurel ou des plans de rigueur consacrant ainsi les lois du marché mondial aux dépens, notamment en Grèce, au Portugal et en Espagne des modes organisationnels civils de contournement de la paupérisation et de la corruption. Ces plans mettent en évidence que, de retour sur la scène économique, l'État dans la mondialisation fait supporter ses propres endettements et prodigalités aux populations démunies. Un État ne peut être entraîné dans les jeux incessants du renouvellement du mandat de ses locataires, ni adopter des stratégies court-termistes. Si l'État ne sait pas où il va, le marché, placé au plus près de ses clients, sait très vite où aller et inexorablement l'entraîne sur ses pas pour le soumettre ou le dépouiller en chemin. Or l'État, en stratège, sait que le politique dicte toujours sa loi. Mais comme tout grand argentier, le marché sait aussi que l'État serait démuni sans lui. Quand donc la politique des États se fait comptable en bridant une économie en crise systémique par des plans de rigueur au lieu de la réformer, développer la solidarité et encourager l'investissement, la comptabilité du marché devient politique. Une économie est-elle durable lorsque le taux de chômage des jeunes générations, à l'intention desquelles la durabilité du développement est évoquée, atteindrait en juin 2010 sur 30% en Grèce, 45% en Espagne et près de 28% en France? Déconstruit par la mondialisation de l'économie, un État ne peut pas à la fois aligner sa réglementation sociale et sa fiscalité sur la concurrence, libérer les activités financières de leur contribution à ces ressources et garantir à celles-ci une assurance tout risque pour le remboursement de leurs dettes. Il ne peut pas vouloir ne pas contrarier les marchés sans aboutir à orienter les revenus des entreprises localisées, les rémunérations du personnel et les ressources des contribuables au profit du marché assurantiel, bancaire et financier, décloisonné, et à l'avantage des entreprises délocalisées sans conduire au déficit des comptes sociaux. Et il ne peut tout tenir ensemble sans s'endetter, pour pouvoir continuer à exister.
Le marché n'a donc aucune raison de cesser de s'affairer, car il sait que de tous côtés, tour à tour ou ensemble, le syndrome grec attend au tournant les États qui lui résisteraient. Ne resterait à ces États qu'à concilier la diète sociale et la croissance, pour espérer joindre tous les bouts. Les investissements de la durabilité pourraient donc prendre la voie du green business, du greenwashing, ou se perdre dans le protectionnisme, mais dans les deux cas se retrouver à Canossa. Au-delà des dispositifs techniques à mettre mondialement en place, au-delà des limites à introduire dans la rémunération des dirigeants, au-delà des nouvelles règles comptables, prudentielles, au-delà du contrôle des hedge funds, au-delà de la disparition des paradis fiscaux et au-delà même de l'élargissement du rôle du FMI, artisan historique des politiques de diète forcée, il est clair que la prétention de l'économique à vouloir se rendre autonome et à imposer ses rationalités dans les sociétés humaines est source permanente de crise et source diffuse de toutes les crises à venir. 7. Tous les chemins conduisent à Rome. Aux entrées de Rome, le couple État-marché est en débat public. Dans une crise systémique, l'État doit redéfinir son rôle, mais le faire en tenant compte du risque social, culturel et environnemental global. Cette crise doit servir à l'État à mener son action en dehors des seules demandes du marché, et donc à élaborer et apporter une nouvelle cohérence économique qui réponde aux durabilités locales d'une économie nationale, mais aussi à celle de la société civile mondiale tout entière dont sa propre liberté d'initiative et sa raison d'être dépendent. Les moyens dont dispose l'État pour agir dans une crise systémique ne se situent ni dans son pouvoir de relance par la consommation ou par l'investissement, ni dans ses plans d'ajustement structurel ou de rigueur, mais dans ses appuis à la société civile par la relance de la demande globale, investissement et consommation, en faveur de la durabilité globale et locale. Il doit servir l'investissement d'avenir, celui qui permet la création de richesses locales et mondiales durables, qui maintient l'équilibre entre capacité naturelle et besoins et qui restitue valeur au travail. L'État devrait favoriser les dynamiques civiles nouvelles pour réaliser localement et porter mondialement les grandes lignes d'une ambition planétaire commune et partagée, un atout qu'offre la durabilité pour régler les défis de la mondialisation économique et de la globalisation des développements, et pour pouvoir s'écarter du sauve-qui-peut, corporatiste, régional ou national, en donnant place à l'acteur civil local dans les processus mondiaux de régulation de la durabilité locale et globale. L'acteur civil local dispose d'un capital économique majeur, l'information locale et l'expertise de terrain, si hautement sollicitées pour contribuer au développement des connaissances opérationnelles sur l'empoisonnement de la nature, sur les détresses sociales, sur les cages d'escalier ou sur les imaginaires sociaux et pour aider à verdir les documents environnementaux des entreprises et des territoires. Il est donc clair que sans lien propre et direct entre la société civile, locale, nationale et mondiale, l'économie mondiale ne peut attendre le moindre espoir d'un retournement spontané et vertueux des marchés, ni escompter que les institutions internationales dépasseront le stade des déclarations qui couvrent courtoisement la concurrence entre intérêts nationaux et dans lesquels l'acteur local, que la durabilité appelle pourtant à mettre au premier plan, semble sans autre rôle que celui d'amortir localement les effets sociaux des lois du marché, et les atermoiements de l'État face à celles-ci. Il est encore plus clair que cet acteur local ne peut compter sur un État national qui ferait reposer sa stratégie de durabilité sur la réglementation et les taxes environnementales qui aboutissent à l'accroissement des prix relatifs des biens polluants, alors qu'il s'agit d'abord de réduire le prix réel des biens non polluants dans un contexte de faible croissance du revenu salarial. Réglementation et taxes ne servent qu'à développer le marché des industries environnementales réparatives, end of pipe. L'économie de la durabilité, qui intègre dans la construction de son objet et dans sa mise en œuvre l'unité, les différences et les limites, invite les certitudes et les rationalités économiques, celles du marché ou celles de l'État, à se mettre en débat public. Sa mise en œuvre suppose de remettre en cause le monopole de l'efficience économique que s'alloue le marché dans la gestion rationnelle des ressources naturelles, de la formation, de la création culturelle et du travail, mais aussi celui de l'élaboration et de la gestion de l'intérêt public que l'État s'attribue. Dans ce couple, les excès et les défaillances de l'un alimentent le retour de l'autre. Ces solutions au désordre mondial global s'appliquent toujours aux dépens de la durabilité globale,
du travail local et des cultures locales. L'individualisme de marché et l'État, providentiel, gestionnaire ou organisateur, qui le régule, mais en étant soumis aux variations des rapports de force politiques nationales et des forces du marché mondial, ne sont en phase ni avec les démarches de la durabilité, dont la condition de pertinence scientifique est l'éthique, ni avec l'équité sociale, sans laquelle la durabilité ne peut être un projet partagé, ni avec la nécessité de développer les écosystèmes économiques locaux sans lesquels elle apostrophe. Objectif de conservation environnementale est prohibitif et inaccessible. En restant dominé par la norme généralisée d'une concurrence sans autre objet que la mesure financière et marchande des parts de marché et des gains monétaires à l'échange, la globalisation économique, considérée isolément, ne permet pas l'autonomie des modes et des rythmes locaux de développement. Si elle rend l'État nécessaire et utile dans la régulation nationale du désordre économique et culturel global qu'elle suscite, elle le rend tout aussi impuissant dans le cadre d'un système où les incompatibilités se multiplient entre une économie de marché mondialisée, un pouvoir politique nationalisé et des identités fragmentées. Au sein de ce couple et dans le cadre d'une mondialisation économique qui ne fixe aucun autre objet à la libre circulation des capitaux que leur accumulation, l'État, lorsqu'il est endetté et démuni, ne peut que conduire les énergies entreprenantes du local à s'aligner ici sur les seules contraintes de la concurrence mondiale, à se réfugier là-bas, dans l'informel ou à se figer ailleurs sur leurs propres identités pour éviter leur marginalisation culturelle. 8. Dépasser le capitalisme global et monoculturel pluriel, qui est voie de sous-développement durable. En établissant la preuve qu'elle est capable tout à la fois de dominer la planète et la rendre invivable, la globalisation, considérée sans finalité autre qu'économique, majore le multiculturel d'un isthme, mais édifie des digues séparatives entre communautés ethnoculturelles d'Ayan 2010, enjambe les limites civilisationnelles, mais sème ici ou là des chaos au nom du bien ou du juste, intègre une promesse de croissance verte et ne ralentit pas l'apostrophe. Empoisonnement de la nature et de la santé, prétend servir le bien-être général et ne cesse d'accroître le fossé entre monde riche et territoire pauvre. Et malgré l'extension du libre-échange, des exportations de capitaux, des déplacements de population, des délocalisations d'activités, des transferts de technologies et des vastes programmes institutionnels, cette globalisation économique ne rend pas pour autant plus viable le développement des uns comme des autres. Les marchandises polluantes et les titres toxiques franchissent librement les frontières et sous l'effet des migrations, périodiques ou permanentes, les tensions culturelles demeurent entrées à l'intérieur des RGE culturels et aboutissent à de nouveaux marquages des lieux résidentiels qui les recomposent localement. Condition indispensable de la durabilité, la mondialisation, avec ou sans croissance verte, avec ou sans interventionnisme de l'État, avec ou sans moralisation des marchés et avec ou sans restriction de la circulation des hommes, sert à la consécration d'un modèle capitaliste global et monoculturel pluriel depuis la chute du mur de Berlin et en dépit de la reconstruction du pont de Mostar. Dans le modèle culturel libéral, le dialogue entre les cultures ne peut se traduire que par leur culturalisation, l'autonomie du développement local ne trouvant ses modes de déclinaison que dans le community development. Si tout développement est tributaire de la nature, tout développement s'accompagne d'une culture. La compétition économique mondiale et les stratégies d'État conduisent les populations locales dont les cultures sont rétives aux prévalences de la logique économique qui les exclut et qui leur impose exil et exode, entrent et à l'intérieur des ensembles culturels, n'échappent à la subordination sociale que par l'informel qui offre refuge à leur survie, à leur autonomie, à leur créativité ou à leur résistance contre les dévalorisations culturelles. Le dialogue interculturel, qui trouve dans le devoir de durabilité sens et direction, est un impératif pour pouvoir reconnaître localement et mondialement l'unité du monde dont la mise en œuvre décentralisée du développement local a besoin. Le monoculturalisme pluriel, que fabrique le multiculturalisme dans le cadre de la globalisation économique, Dayan, 2010, et les rationalités économiques du plan ou du marché réunies ou opposées font obstacle à une gestion locale et mondiale des rapports communautaires et interculturels. Une dynamique culturelle se constituant d'équilibre entre divers liens d'appartenance,
de projets collectifs et de chaînes de solidarité, toute différence culturelle ne s'éteint pas à l'échelle de la citoyenneté nationale. Mais si celle-ci est présente localement, elle n'impose pas pour autant la reconnaissance de la différence culturelle comme constitutive d'une identité nationale. Cette reconnaissance locale ne garantit pas non plus que l'ensemble de la société soit en concordance avec les modes d'agencement entre l'économie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.